Les héros, dans les romans de science-fiction, sont souvent dotés de facultés mentales uniques, grâce auxquelles ils déjouent de sombres complots planétaires ou galactiques. Les héros de la trilogie Foundation de Isaac Asimov ont une connaissance intuitive exacte du futur. D'autres ont la faculté mentale de lire l'esprit de leur opposant ou de communiquer de manière télépathique. De tels pouvoirs n'appartiennent plus qu'à la science-fiction depuis que certains scientifiques et certains pouvoirs militaires s'y intéressent. Faut-il s'en réjouir? Du pouvoir à l'abus de pouvoir, il n'y a que tout petit pas. Dans un petit théâtre, le professeur Gladstone, un mentaliste, donne une nouvelle représentation. Après son habituel numéro d'hypnose, l'artiste entame le clou de son spectacle, la lecture de pensée. Il s'avance vers un homme assis au premier rang. Les spectateurs retiennent leur souffle. Gladstone annonce à la foule que l'homme pense à son ami Scotty McLachlan et que ce dernier a été assassiné. La salle est sous le choc. Scotty McLachlan est porté disparu depuis 4 ans. La Gendarmerie royale du Canada a bien sûr enquêté, mais n'a rien trouvé pour expliquer cette disparition. Lorsque le professeur Gladstone annonce l'assassinat de McLachlan, il ne fait que verbaliser ce que plusieurs au village redoutent depuis longtemps. Mais l'artiste ne s'arrête pas là. Il regarde un autre homme assis derrière et lui annonce que c'est lui qui retrouvera le corps et solutionnera l'affaire. L'homme désigné par le mentaliste est le constable Carey de la GRC. Nouvellement installé au village, le policier n'a même jamais entendu parler de cette histoire. Et pourtant, quelques jours plus tard, sur la foi des révélations psychiques du professeur Gladstone, le constable retrouve le cadavre du disparu sur la ferme d'un certain Jack Schumacher, un vieux rival de McLachlan. Peut-on réellement communiquer par la pensée? Déplacer des objets par le seul pouvoir de la volonté ou encore prédire l'avenir? Ces étonnantes facultés peuvent-elles servir à solutionner des crimes ou faire de l'espionnage? Le 22 mars 2004, Kimberly Ann Sargent, une jeune femme de Nelson, en Colombie-Britannique, disparaît mystérieusement. Dans les heures qui suivent, la police municipale découvre sa voiture abandonnée dans un stationnement public. Des équipes de recherche sont mises sur pied. À l'aide de chiens, on ratisse les bois des environs et des plongeurs fouillent les cours d'eau. La GRC, en collaboration avec les autorités municipales de Nelson, mobilise même des hélicoptères munis d'appareils de détection à l'infrarouge. Sans succès. Les semaines puis les mois s'écoulent sans nouveaux indices. 9 mois plus tard,
Un sensitif local, Norm Pratt, fait l'expérience d'une série de visions. Ce n'est pas la première fois qu'il a ces visions en pensant à Kimberly Sargent. Au lendemain de sa disparition, il a eu en effet plusieurs flashs, mais ceux-ci étaient trop imprécis pour mener à quoi que ce soit. Mais en ce début de novembre, les visions se font plus claires et précises. Guidé par des sensations étranges, le sensitif se rend dans les bois situés à la sortie de Nelson. Pratt découvre bientôt des vêtements féminins. Il en informe les autorités qui, aussitôt, ratissent ses environs. Le 7 novembre, des restes humains sont découverts derrière un gros rocher. Des tests ADN démontreront qu'il s'agit bel et bien de Kimberly Ann Sargent. La femme se serait suicidée. En conférence de presse, le sergent Steve Bank de la police de Nelson déclare que sans l'aide de ce voyant, il en serait encore à chercher cette personne. Au début des années 60, le docteur Bernard Grade, biologiste attaché à l'Institut Allen Memorial de Montréal, entreprend de vérifier l'effet de l'imposition des mains d'un guérisseur sur la durée de cicatrisation de blessures mineures. 48 souris sont alors anesthésiées pour effectuer un prélèvement de peau sur le dos de chacune d'elles. Les souris sont ensuite réparties en 3 groupes expérimentaux. Les 16 souris de chaque groupe sont placées dans une boîte grillagée. Le groupe traité sera exposé à l'influence des mains du guérisseur Oscar Estebany 2 fois 15 minutes par jour pendant 2 semaines, alors que le groupe témoin ne subira pas ce traitement. Le 3e groupe, appelé chauffé, sera simplement manipulé par des laborantins selon le même horaire que le groupe confié à Estebany. 11 jours après le début de l'expérience, il est manifeste que les souris traitées par le guérisseur présentent en moyenne une cicatrisation plus avancée que celle des 2 autres groupes. Depuis, des expériences semblables à celles réalisées par le Dr Grade ont été reproduites par d'autres laboratoires. Et chaque fois, le pouvoir des guérisseurs s'est vu confirmé par des études rigoureuses. L'homme a toujours ressenti le besoin de connaître son avenir. Depuis des siècles, il s'en est remis au devin, mais cette étonnante faculté à prédire l'avenir est peut-être une habileté que nous avons tous en chacun de nous. C'est du moins ce que tentent de démontrer les chercheurs en parapsychologie depuis plus d'1 siècle. Les premières études en parapsychologie débutent dans la seconde moitié du 19e siècle avec la fondation à Londres de la Société de recherche psychique. Mais ces travaux sont quelque peu désorganisés. On essaie aussi bien de prouver l'existence des fantômes que des pouvoirs psychiques. Vers 1920, le parapsychologue américain J.B. Rhine trace une frontière claire entre le spiritisme et la recherche psychique. Il entreprend toute une série d'expérimentations visant à prouver la réalité des phénomènes de perception extrasensorielle. Le professeur Hines était un psychologue à l'université en Caroline dans les premiers quarts du XXe siècle, donc dans les années 20-30, et c'est lui qui a eu l'idée, le premier, d'étudier les phénomènes paranormaux en se servant d'expérimentations et de résultats statistiques sur les expérimentations, c'est-à-dire en confrontant finalement les résultats obtenus avec ce qu'on devrait obtenir au hasard, ce qui a permis de faire apparaître certains phénomènes de télépathie, de perception à distance et également de psychokinésie. Donc il a étudié scientifiquement les 3 phénomènes et il a jeté un petit peu les bases de l'expérimentation basée sur les analyses statistiques.
Utilisant des cartes affichant 5 symboles géométriques simples qu'on appelle cartes zener, Rhine demande à certains de ses étudiants de l'Université Duke en Caroline du Nord de se prêter à une expérience de transmission de la pensée. Un sujet placé dans un isoloir doit, dans un premier temps, envoyer l'image d'une carte zener à un autre sujet installé dans une autre pièce. Dans une autre expérience différente, le sujet doit deviner le symbole de la carte avant qu'il ne soit retourné. Malgré l'absence de résultats vraiment probants, Rhine conclut que la télépathie et la clairvoyance existent et qu'elles sont la manifestation des mêmes facultés parapsychiques. Rhine ajoute également que la distance et les obstacles n'affectent en rien les résultats de la télépathie. Au cours des années qui suivent, des expériences plus complexes viennent confirmer les premières conclusions du Dr. Rhine. En combinant les résultats d'un grand nombre d'expériences similaires, les diverses recherches montrent en effet des anomalies statistiques que la chance et le hasard seuls ne peuvent expliquer. On peut aussi démontrer qu'il y a une meilleure correspondance entre les personnes ayant une relation émotive entre elles, comme des jumeaux par exemple. Mais la recherche psychique ne se limite pas qu'à la clairvoyance ou à la télépathie, loin de là. La psychokinésie, cette faculté d'agir sur la matière par l'unique pouvoir de la volonté, s'est elle aussi retrouvée dans le collimateur des parapsychologues. Parmi ces nombreux sujets d'études, on a évalué par exemple les prétentions d'un joueur qui se disait capable d'influencer la séquence de tombée d'un dé. Dans un premier temps, les chercheurs ont remarqué des résultats beaucoup plus élevés que les lois du hasard. Mais après un certain nombre de semaines, ces résultats ont diminué au point de perdre toute signification. Les parapsychologues ont attribué ce retournement à l'ennui qui, peu à peu, avait fait place à l'enthousiasme du début, d'où le manque de concentration du sujet. La psychokinésie ne se limiterait pas qu'au seul déplacement d'objets à distance ou à l'influence dans la séquence de tombée d'un dé. Elle serait aussi capable de modifier la structure de la matière ou même d'accélérer le temps de cicatrisation d'une plaie, voire d'entraîner la guérison de certaines maladies. Aujourd'hui, les parapsychologues qui ont pris la relève du Dr. Rhine préfèrent se tourner vers monsieur et madame tout-le-monde pour réaliser leurs expériences. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a un demi-siècle, les chercheurs étaient en quête de résultats spectaculaires. Et pour ce faire, ils se sont tournés vers les surdoués du psy. L'un des plus extraordinaires sensitifs des années 60 était sans contredit Ted Sirius. Cet Américain presque illettré disait pouvoir imprimer ses pensées sur la pellicule photographique. En laboratoire, l'homme se concentrait sur une image et tirait un cliché. L'image ainsi obtenue, quoique floue, montrait indiscutablement l'objet des songes du sensitif. Ted Sirius était un personnage qui était capable, assez exubérant, qui était capable, peut-être en s'étant préparé mentalement, là, et peut-être avec l'aide de la boisson, d'imprégner des plaques photographiques avec des images, donc de projeter sa pensée sur des plaques photographiques de type Polaroid, là, sans y toucher. C'est évidemment très surprenant. En fait, quand on dit sans y toucher, il prenait quand même la plaque dans ses mains, il faisait certaines manipulations, mais il n'exposait pas la plaque en tant que telle. Il la collait sur son front, par exemple, et on pouvait observer des scènes avec des personnages, là, des images de qualité assez moyenne, mais quand même assez visibles. Alors évidemment, on peut se poser des questions sur quel genre de type de trucage ou de substitution aurait pu être utilisé, ou alors il s'agit d'un phénomène qui reste tout à fait inexpliqué. Ted Sirius est un des sujets les plus intéressants. Il faisait de la projection photographique mentale. Il plaçait ses mains sur l'objectif d'un appareil photographique, puis se concentrait et faisait apparaître une image. Il obtenait des résultats vraiment spectaculaires. L'image dont je me rappelle le mieux est celle d'un avion, un biplan original de la Première Guerre mondiale. Et le public a immédiatement réagi en disant « Hey, c'est un timbre canadien, nous avons déjà vu cette image avant. » Mais lorsqu'on l'a comparé avec le timbre, on s'est aperçu que les supports des ailes de l'appareil sont inversés sur la photo que Sirius avait projetée dans la caméra. Au début des années 1980, peut-être à cause de son alcoolisme, Sirius n'a plus été en mesure de produire la moindre photographie psychique.
À ce jour, personne n'a jamais pu expliquer ses extraordinaires photographies et encore moins reproduire son exploit. Il y a une trentaine d'années, les parapsychologues soviétiques apprenaient à leurs confrères occidentaux l'existence d'une certaine Nina Kulagina. En pleine guerre froide, cette ménagère de Leningrad avait démontré d'incroyables habiletés à déplacer des petits objets par le seul pouvoir de la pensée. Nina Kulagina est morte au printemps de 1990, victime d'une crise cardiaque. Elle avait 69 ans. Autre surdoué du psy, Matthew Manning, né en 1955, 3 semaines après que sa mère eût été victime d'un puissant choc électrique. Ce jeune Britannique a connu une enfance tout à fait normale, du moins jusqu'à l'âge de 11 ans. Les dons psychiques de Matthew ont d'abord été associés à une activité de type poltergeist. Il avait environ 10 ans et allait atteindre sa puberté. C'est le moment où l'activité de type poltergeist est censée se manifester, si elle a à se manifester, chez un jeune sujet. Dans son cas, l'activité de type poltergeist lui permettait de déplacer des meubles, de faire voler de la vaisselle et de la coutellerie à travers la pièce. De fait, les mouvements des meubles étaient vraiment incroyables. Généralement, les phénomènes de poltergeist durent peu de temps, mais dans le cas de Matthew Manning, ces phénomènes ont perduré de longues années. À 16 ans, Matthew s'est découvert un talent pour l'écriture automatique, comme si il canalisait des entités de l'au-delà. Apparemment, l'activité de type poltergeist n'est pas restée la seule. Tout a commencé par une activité de poltergeist qui a duré environ 3 ans, au cours des premières années de sa puberté, jusqu'à ce qu'il découvre accidentellement qu'il pouvait également pratiquer l'écriture automatique. Et il a fait énormément d'écriture automatique. Cette activité semble avoir réduit son besoin, ou disons plutôt sa capacité, de pratiquer des activités de type poltergeist, de type cinétique, comme on dit, qui implique le mouvement des objets. Au bout d'un moment, l'activité de type poltergeist est revenue, ce qui l'a poussé à cesser son écriture. Mais il a également découvert qu'il avait la capacité de pratiquer le dessin automatique. Et il a dessiné des œuvres qui étaient indubitablement du travail de grands maîtres. L'activité de type poltergeist et la capacité de pratiquer l'écriture et le dessin automatique semblaient ne pas se manifester durant la même période de temps. Conséquence inattendue, plus Matthew écrivait et dessinait, plus les phénomènes de poltergeist autour de lui diminuaient. En 1974, invité à une émission de télévision, il a plié une cuillère qu'il tenait devant la caméra. Du jour au lendemain, Matthew Manning est devenu la coqueluche des milieux de la parapsychologie. Des scientifiques du monde entier l'ont invité dans leur laboratoire pour tester ses étonnantes habiletés psy. Ses capacités psychiques ont en grande partie été testées ici, à l'occasion d'une conférence tenue à Toronto en 1974. À l'époque, la société qui existait s'appelait la Toronto Society for Psychic Research et était dirigée par George Owen, qui est considéré comme une autorité mondiale en matière de poltergeist. Pendant que Matthew était ici et j'étais moi-même présent, on l'a branché à un électroencéphalogramme. Et une étude des ondes cérébrales de son cerveau montre qu'il y a une activité anormale, inhabituelle de son cerveau durant les périodes où il fait la démonstration de ces phénomènes parapsychologiques. Au fil des ans, Matthew Manning s'est désintéressé de cette démonstration de laboratoire pour se tourner vers la guérison. À partir de 1977,
il a complètement quitté les laboratoires aseptisés pour se consacrer essentiellement à ses dons de guérisseur. En plus des expériences réalisées avec ces vedettes de la parapsychologie, les scientifiques ont cherché à savoir si la psychokinésie était un phénomène réservé qu'à de rares individus ou au contraire une faculté propre à l'ensemble des communautés. Pour ce faire, ils ont demandé à des personnes choisies au hasard d'essayer d'influencer un dé électronique ou encore la séquence d'allumage de voyants multicolores. Un des prémices qu'ont les chercheurs en parapsychologie est que le psy existe chez tout le monde, à une échelle qui peut être très différente, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent être qualifiées de sujets extraordinaires. Souvent, ces gens qui, évidemment, ont attiré l'attention, puis ont permis de mettre le focus un petit peu sur le phénomène, sont des gens avec qui il est difficile de travailler, qui, pour différentes raisons, ne sont pas toujours intéressés là, à ce qu'on les étudie. Et il est aussi une des caractéristiques du psy, et c'est qu'on ne peut pas le produire à volonté. Donc même un sujet doué ne va pas être capable de fournir des résultats en permanence, ce qui lui va le décevoir et ce qui risque aussi de décevoir l'expérimentateur qui va vouloir travailler avec. Donc on préfère se rabattre sur des sujets plus ordinaires, comme monsieur et madame tout le monde, mais qu'on va utiliser en plus grand nombre, comme on le fait dans beaucoup d'autres domaines de la recherche scientifique, pour essayer de tirer des résultats statistiques, puis de montrer que même si le psy était nu, il existe chez tout le monde. Si la perception extrasensorielle existe, on peut certainement y trouver une application plus concrète. C'est exactement ce à quoi ont pensé les services secrets américains. Le 28 janvier 1982, les Américains apprennent avec soulagement la libération du brigadier général James Dozier. Ce haut gradé de l'armée américaine était détenu depuis plusieurs semaines par les Brigades Rouges, un groupe terroriste italien. La libération de l'officier passe alors pour un coup d'éclat des autorités italiennes. Mais dans l'ombre se dessinent d'autres héros inconnus. Il faudra attendre 13 ans avant de découvrir en effet que les carabiniers n'étaient pas les seuls sur le coup. En effet, en 1995, le Pentagone rend public son projet Stargate. En fait, cette appellation n'est que le nom collectif de toute une série de projets beaucoup plus modestes, mis de l'avant par le ministère de la Défense entre le début des années 1970 et le milieu des années 1990. Des projets donc destinés à évaluer l'utilité stratégique de la perception extrasensorielle. Au nombre des facultés psy, c'est surtout la vision à distance, ou remote viewing, pour utiliser l'expression anglaise, qui a le plus suscité l'intérêt des militaires. Cette habilité psy consiste, pour un sensitif, à se transporter dans un autre lieu uniquement par le pouvoir de la pensée, par projection, si vous préférez. Pour des raisons évidentes, les phénomènes parapsychologiques ont toujours beaucoup intéressé les militaires. Et les Russes, en particulier depuis Glasnost, ont laissé filtrer beaucoup d'informations. Nous avons toujours cette méfiance du jeu de la rumeur que les Russes utilisaient, la guerre psychique, qui a fait que nous avons eu des trucs comme projet Stargate. Longtemps, nous n'avons rien eu de vraiment concret, alors que récemment, nous avons eu la confirmation que oui, ils étaient très intéressés à cette recherche, spécialement dans des champs comme la vision à distance, où ils ont obtenu certains succès que je qualifierais de significatifs. Des résultats qui pourraient pousser le plus ardent des sceptiques à se rasseoir. Et ce sont des expériences qui, du moins d'après ce que j'en sais, se poursuivent encore aujourd'hui. Dans le cadre de Stargate, les laborantés ont fait appel, dès le début des années 1970, aux plus grands sensitifs du pays, dont Ingo Swann, un médium réputé de New York. Ils ont d'abord donné à Swann de simples coordonnées géographiques qui leur avaient été transmises par des officiers du Pentagone. Le sensitif s'est alors mis tout bonnement à décrire des installations militaires et des locaux comme s'il y était, regardant même les noms inscrits sur les portes des bureaux et dévoilant le contenu de classeurs secrets. Entre 1973 et 1988, l'Institut de recherche Stanford en Californie, un contractuel de la DIA, la Defense Intelligence Agency, a organisé 154 séries d'expérimentation avec 227 sujets pour un total d'à peu près 26 000 essais.
D'après les documents de Stargate obtenus via la loi d'accès à l'information, on apprend que les voyants du Pentagone auraient réussi à localiser avec précision une vingtaine de tunnels ennemis en Corée du Nord. Ils auraient aussi réussi à localiser Muammar el-Kadhafi avant le raid aérien sur la Libye en 1986. Ils auraient aussi découvert des sites nucléaires secrets ou encore localisé des missiles Scud durant la guerre du Golfe. On apprend aussi qu'ils auraient réussi à retrouver des personnes disparues ou encore à localiser des otages militaires, comme le brigadier général James Dozier, par exemple. Aujourd'hui, la plupart des sensitifs de Stargate sont retournés à la vie civile et anonymes. Certains ont toutefois raconté leur histoire dans des livres fascinants qui nous entraînent dans l'une des plus étonnantes expériences militaires du 20e siècle. Depuis les années 1960, une rumeur persistait à l'effet que le service secret américain et soviétique utilisait la perception extrasensorielle à des fins stratégiques. Le projet Stargate est venu confirmer cet extraordinaire volet de la guerre froide. Depuis la publication du projet Stargate en 1995, les résultats de milliers d'expériences ont été analysés par les parapsychologues du monde entier. Si tous reconnaissent qu'il y a là des anomalies statistiques, peu d'entre eux s'entendent sur la portée réelle du projet. C'est sûr que les résultats en termes d'espionnage à ce qu'on lançait ont été assez faibles, bien que s'il y avait eu de réels résultats, on imagine qu'on ne l'aurait pas dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait une analyse statistique globale de tous les résultats obtenus dans ces expériences, ce qu'on appelle une méta-analyse, on obtient une certaine déviation par rapport à ce qu'il devrait y avoir avec le hasard. Remarquez qu'individuellement, chacune des expériences reste explicable par le hasard, mais ce qui ne l'est moins, c'est l'ensemble de toutes les expériences. C'est ça le concept de ce qu'on appelle une méta-analyse, et ça pose évidemment question. De là à dire que ça prouve qu'on est capable d'aller chercher de l'information par la méthode de remote viewing, ça, s'il y a un pas que je ne franchirai pas. Mais par contre, ça montre que peut-être notre façon de penser le hasard n'est pas la bonne, qu'il y a quelque chose, un biais statistique, qui se dégage quand on fait un grand nombre d'expériences psy, et c'est ça actuellement qui est peut-être la preuve, je dirais, la plus tangible de l'existence du psy. Le ministère de la Défense reconnaît que les médiums utilisés lors du projet Stargate ont parfois obtenu des résultats étonnants. Par contre, ces mêmes médiums ont échoué lamentablement à d'autres tests. Ce qui lui fait dire que la perception extrasensorielle, si elle existe, se manifeste de façon trop irrégulière pour avoir une quelconque valeur stratégique. Si les facultés psy existent, ce n'est plus du ressort des militaires de les étudier, mais le rôle des scientifiques. La communauté scientifique n'est pas ouverte nécessairement au magique, ni à ce qui est trop différent. Le psy s'est souvent présenté sous des aspects marginaux, c'est-à-dire des gens qui produisaient des choses extraordinaires dans des circonstances extraordinaires, et a aussi malheureusement été souvent attaché à des croyances, c'est-à-dire qu'on a difficilement pu dégager ce qui était du domaine de la croyance versus ce qui était du domaine du résultat scientifique. Et ça, je pense que ça a beaucoup pesé dans la réticence qu'ont les scientifiques à s'engager vis-à-vis du psy. Qui plus est, pour susciter l'intérêt des scientifiques, un phénomène doit être reproductible en laboratoire. Malheureusement, comme le montrent les recherches en parapsychologie, les phénomènes de perception extrasensorielle échappent à ce critère essentiel, si bien que la science est mal adaptée à l'étude de ces phénomènes. Il est vrai que certains pourraient dire que depuis l'avènement de la physique quantique, la science reconnaît maintenant qu'un phénomène puisse être spontané, voire unique. C'est vrai, mais cela n'aide en rien leur étude sur des bases scientifiques. Il faut également se rappeler que la première recherche d'un scientifique n'est pas la recherche de la vérité avec un grand V, mais la recherche de fond pour mener à bien une étude. Malheureusement, la plupart des organismes commanditaires sont eux-mêmes engagés dans une quête de profit, tant et si bien que les sujets ou les projets les plus susceptibles d'être financés sont ceux qui présentent à court ou à moyen terme le plus haut niveau de rentabilité. Cette réalité économique explique pourquoi l'étude des phénomènes paranormaux a toujours été sous-financée, d'où ces résultats anémiques.
Dommage que Stargate n'ait pas permis la capture d'Oussama Ben Laden. La recherche en parapsychologie serait peut-être bien différente. En août 1983, une fillette de 6 ans, Mélanie Decamp, disparaît du parc des Voltigeurs à Drummondville. Rapidement, des équipes de recherche ratissent le secteur. Hélas, l'enfant demeure introuvable. 8 jours plus tard, devant des recherches demeurées vaines, un groupe de passionnés d'insolites, formé principalement de l'ufologue François Bourbeau et de 2 hypnothérapeutes de Québec, les frères Yvon et Yvan Gagnon, décident de placer sous hypnose un médium de Saint-Jérôme, M. X. Les enquêteurs espèrent que l'induction hypnotique augmentera la réceptivité de M. X et lui permettra de voir où se trouve la petite Mélanie. D'une voix remplie d'émotion, le médium annonce que l'enfant est morte et que son corps se trouve dans un boisé situé à 7 km du parc des Voltigeurs. Les enquêteurs informent aussitôt la Sûreté du Québec des résultats de leur expérience. Les autorités ne leur portent qu'un intérêt poli. 4 jours plus tard, le corps de Mélanie Decamp est retrouvé attaché à un arbre dans un boisé situé à près de 7 km du parc des Voltigeurs. Simple coïncidence? Les frères Gagnon auront bientôt l'opportunité de récidiver. Le 1er novembre 1984, le petit Maurice Vian, un bambin de 5 ans, est kidnappé devant son domicile à Montréal. Les frères Gagnon décident de refaire avec M. X l'expérience de la voyance sous hypnose. Les propos du médium laissent malheureusement présager le pire. M. X annonce que l'enfant a été battu par un homme et qu'il est mort, qu'il se trouve dans une vieille maison abandonnée. Le lendemain, sur les indications de M. X, Yvan Gagnon retrouve le corps du jeune Maurice Vian. L'enfant gît, face contre terre, dans une cabane abandonnée à Saint-Antoine sur le Richelieu. L'enfant a été battu à mort avant d'être abandonné. L'affaire semble trop fantastique. Les autorités suspectent même M. X d'avoir pris part à l'horrible crime. Comment l'homme aurait-il pu connaître tous ces détails s'il n'est pas lui-même l'assassin? À l'issue d'un interrogatoire, le sensitif est relâché, lavé de tout soupçon. Depuis quelques années, ces histoires de voyants détectives font de plus en plus la manchette. Aux États-Unis, de plus en plus de corps policiers reconnaissent faire appel à des sensitifs pour relancer des enquêtes tombées au point mort. C'est le psy au service de la justice. Lorsqu'il est question de perception extrasensorielle, l'une des applications les plus spectaculaires est la détection psy, la faculté pour un sensitif de pouvoir capter, souvent à partir d'un lieu ou encore des faits personnels, des informations pertinentes. De là à utiliser cette faculté dans le cadre d'une enquête policière, il n'y a qu'un pas. Le terme détective psychique désigne essentiellement un individu qui travaille avec un département de police, une brigade criminelle ou même une agence de renseignement et qui a pour mission d'utiliser ses dons et ses intuitions pour résoudre un cas, quelque chose d'inconnu. En d'autres mots, le type peut se promener dans une pièce et dire « Il y avait un homme ici. Il mesurait 5 pieds 4, portait des documents dans une mallette, et tout cela est fait par le biais d'impressions psychiques. » J'ai eu le privilège de parler avec des membres de différents services de police et il est très intéressant de constater que plusieurs d'entre eux croient beaucoup à ces détectives psychiques, mais qu'un nombre à peu près égal rejette totalement cette idée qu'ils trouvent simplement stupide. À en croire la littérature, de nombreux sensitifs auraient collaboré avec les forces de l'ordre pour résoudre des crimes insolubles. Aux États-Unis, certains sensitifs se sont même fait une réputation en tant que détectives psy. C'est le cas notamment de Noreen Rainier, une sensitive de la Virginie qui aurait collaboré à des dizaines d'enquêtes policières. D'autres sensitifs ont été littéralement parachutés dans les plus grandes histoires criminelles américaines, de l'étrangleur de Boston à l'affaire Charles Manson, en passant par les crimes de John Wayne Gacy, surnommé à l'époque le clown assassin. Malheureusement, ce qu'on a souvent, c'est les cas où ça a marché.
On a beaucoup moins souvent de relater là, les expériences où est-ce que ça a donné aucun résultat. On comprend pourquoi finalement, parce que le médium ne s'en est probablement pas vanté. Et puis pour les services de police, ça a été considéré comme un échec comme les autres investigations. Donc on ne peut pas tirer de résultats scientifiques des quelques cas qu'on nous rapporte comme ayant marché, parce que peut-être ne sont-ils dus qu'au hasard. Mais c'est effectivement troublant. Mais c'est très difficile d'obtenir ou d'essayer d'exploiter ces résultats en termes de preuves. Ça fait partie de tous les indices qu'il y a dans la nature qui nous laissent dire le psy existe probablement, mais on n'a jamais pu le capturer dans le laboratoire. C'est ça qui est le pas qu'on n'a pas encore franchi et qu'on n'a pas encore franchi et qu'on aimerait bien franchir. Cela dit, si l'on accepte la réalité de ces détections psy, comment fonctionne l'esprit de ces détectives? Nul ne le sait vraiment. Même les principaux intéressés restent vagues sur la question. Certains prétendent obtenir leurs informations par l'entremise d'êtres désincarnés ou de guides de l'au-delà. D'autres parlent plutôt de la mémoire des objets, une hypothèse selon laquelle les objets auraient la faculté d'enregistrer sous forme de vibrations des événements et des émotions. La réalité scientifique est malheureusement beaucoup moins exotique et surtout moins éloquente. Dans des conditions rigoureuses de laboratoire, aucun détective psy n'a été en mesure de reproduire ces extraordinaires performances que leur prête la littérature. Ils ont eu beau manipuler des photographies, se concentrer sur des lettres ou demander à des esprits de leur révéler le contenu d'enveloppes scellées, nul n'a été en mesure de fournir la moindre information pertinente sur ces objets témoins. Plusieurs experts voient dans ces maigres résultats une remise en question des médiums et de leur prétendu pouvoir psy. D'autres, moins fatalistes peut-être, justifient ces maigres résultats par le fait que pour bien réussir, certains médiums se doivent d'être en présence d'objets particuliers ou dans un environnement où émanent des effluves émotives. Il est vrai que les laboratoires froids et aseptisés des centres de recherche n'ont rien pour favoriser cette mise en condition. Il semble en effet que les phénomènes paranormaux ou les pouvoirs psy, si vous voulez les appeler comme ça, se manifestent beaucoup plus facilement, de façon spontanée, de façon naturelle, que lorsqu'on essaye de les capturer dans le laboratoire, de les cerner pour pouvoir les mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme explication à ça? C'est sûr que les sceptiques vont dire c'est parce que dans la nature on n'a aucun moyen de contrôle, donc c'est la liberté totale, puis toutes les fraudes et toutes les erreurs peuvent se produire, alors qu'au laboratoire ils ne peuvent plus se produire, donc il n'y a plus de psy. Les gens qui sont des protagonistes du psy, puis qui vont dire il est énormément conditionné par l'environnement psychologique, vont dire que lorsqu'on va dans le laboratoire, le sujet est beaucoup moins en condition là, pour produire le phénomène à cause justement de tous les contrôles, à cause de la froideur du laboratoire, à cause du manque de chaleur qu'on peut retrouver par exemple et de spontanéité qu'on peut retrouver dans la nature. Il faut remarquer aussi souvent que les phénomènes-ci sont causés par des événements à très forte teneur émotive, comme par exemple des décès, des accidents, des choses de ce genre-là, qu'il est très difficile de reproduire au laboratoire. On ne peut pas, pour des raisons éthiques, là, s'amuser au laboratoire à faire vivre au sujet là, des événements dramatiques très intenses. Là. Si les recherches en parapsychologie supportent l'existence de réels pouvoirs paranormaux, elles n'apportent hélas aucune explication quant à leur mécanique. Malheureusement, après 3/4 de siècle d'expérimentation, je dirais assez rigoureuse sur le psy, on a très peu d'informations sur comment ça se passe au niveau interne, c'est-à-dire comment se déroule la mécanique des phénomènes, si phénomène il y a. La seule chose qu'on a réussi à obtenir, c'est avoir quelques informations sur des circonstances qui pourraient favoriser ou repousser les phénomènes. On a aussi un peu, je dirais, une preuve statistique qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on n'explique pas. Mais de là à prouver l'existence des phénomènes hors de tout doute et à savoir comment est-ce qu'ils se produisent, comment se démonter leur mécanique interne, on a très peu d'informations. La solution réside alors peut-être
dans les anecdotes populaires. Plus de la moitié de la population des pays industrialisés croit en l'existence des phénomènes paranormaux. Et pour plusieurs d'entre eux, cette croyance trouve sa justification à travers des expériences personnelles et souvent dramatiques. Ces situations de crise provoquent-elles en nous une soudaine hypersensibilisation d'un récepteur extrasensoriel encore inconnu? Nous rendent-elles semblables à des antennes tournées vers l'invisible? Par le biais de mes recherches, j'ai également eu la chance de parler avec plusieurs psys et quelques-uns ont été incroyablement précis dans certains domaines. Ce que j'ai découvert, c'est que ceux qui sont vraiment bons vont me dire ouvertement qu'ils ne peuvent pas se mettre à on ou à off à volonté. Chez les bons médiums, ou ça fonctionne ou rien ne se passe. Ils ne peuvent pas forcer leur don. Mais ils ne peuvent pas non plus le mettre à off, ce qui est parfois pénible. Je leur demande souvent, avez-vous développé cette faculté? Est-ce que tout le monde pourrait la développer? Est-ce quelque chose qui vous est spécifique ou n'importe qui pourrait apprendre à faire la même chose? Plus souvent qu'autrement, ceux que nous appellerons professionnels, ceux qui gagnent leur vie avec leurs dons, vont répondre que non, que c'est une particularité qui leur est spécifique, c'est leur don, leur talent. Tandis que d'autres, qui sont très talentueux, très précis, mais qui ne sont pas des professionnels, vont vous répondre, n'importe qui peut faire ça. Il faut simplement parvenir à exploiter cette ressource. Moi, je ne suis pas un voyant. Je ne peux pas prétendre avoir déjà vécu une expérience psychique. Mais je dirais que si vous vous asseyez et que vous écoutez ces gens vous raconter comment leur don s'est manifesté, vous devrez en conclure que c'est à la portée de n'importe quel être humain. Si le psy existe, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre vie de tous les jours? Personnellement, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Parce que la nature des phénomènes psy font qu'ils sont très difficilement exploitables. Ils ne sont pas contrôlables par la volonté. On ne peut pas prédire quand est-ce qu'ils vont se produire. Et c'est une de leurs caractéristiques. Je dirais même que c'est la caractéristique essentielle. Si on regarde tous les phénomènes qu'on qualifie de paranormaux, c'est ça qui les rejoint. Souvent, ils sont de nature très différente. Quand on regarde la perception à distance versus la télékinésie, c'est des choses très différentes. Mais ce qui les lie, c'est qu'on ne contrôle pas quand ça se passe, c'est qu'on ne sait pas les expliquer, que ça se passe toujours dans une frange statistique très marginale, comme si c'était pas assez fréquent pour être flagrant au niveau de leur existence, mais présent juste pour fatiguer le statisticien. La compréhension des phénomènes paranormaux ne se fait pas comme si on exposait un problème de physique ou de mathématiques. Les chercheurs doivent tenir compte que leurs principales variables dans l'équation sont des êtres humains. Or, aucune performance humaine n'est reproductible à volonté, une situation qui n'a rien pour favoriser l'expérimentation contrôlée en laboratoire. Mais est-ce suffisant pour justifier la résistance des milieux académiques? Comment expliquer qu'après toutes ces recherches, la parapsychologie demeure encore, aux yeux d'un certain establishment scientifique, qu'un divertissement, et les performances psy de vulgaires phénomènes de foire? Il y a eu et il y a encore une très mauvaise presse du paranormal. La quantité et je n'attaque aucune profession, mais la quantité de tireuses de cartes, de liseurs de bonne aventure, des horoscopes, les astromanciens, des cliniques d'ésotérisme, enfin tout ce qu'on veut, là, c'est sûr que ça ne fait pas bonne presse. Et le problème, c'est que ces marginaux effacent complètement, occultent complètement un certain nombre de personnes qui travaillent et qui ont travaillé réellement sur ces questions-là. Il y a eu des grands neurologues qui ont travaillé là-dessus, L'Hermite, Vinchon, Gabriel Légué, c'est tous des gens qui ont travaillé là-dessus, même Babinski, le grand Babinski a travaillé sur ces problèmes-là, Desgerine aussi, sauf que ce sérieux est noyé dans une espèce de marécage de frivolité, on va dire, et ça dénature complètement. Le blason du paranormal n'est plus doré. Et le simple fait même d'appeler paranormal n'est pas une bonne chose. La
recherche en parapsychologie a forcé l'élite scientifique à redéfinir la nature profonde de l'homme. Sommes-nous réellement que de simples mécaniques biologiques?